si elle a un défaut, notamment au niveau de sa surface, on va avoir des problèmes de netteté, notamment au niveau de la 3 dimensions, et cette maladie s'appelle l'astigmatisme. Ok. Donc, ensuite, au niveau des tuniques, la tunique intermédiaire, c'est-à-dire qui se trouve entre la tunique la plus externe et la tunique la plus interne, ça sera la tunique vasculaire, qui, elle, est composée de 3 éléments. Le premier, le plus connu, c'est l'iris, que vous voyez ici en bleu. D'accord. Pourquoi je dis que c'est le plus connu? Parce qu'en fait, c'est cette partie-là qui va donner la couleur de l'œil. D'accord. L'œil marron, l'œil bleu, l'œil vert, c'est dû à l'iris. Elle a une particularité, cette iris, et en fait, elle va permettre le réflexe photomoteur. C'est quoi ce réflexe? En gros, photo, ça veut dire lumière, moteur, ça veut dire bouger, en gros. Donc, c'est en gros bouger en fonction de la lumière. Tout simplement, l'iris va pouvoir se dilater ou se contracter et ainsi ajuster la taille de la pupille. La pupille, c'est le trou qui fait passer les informations lumineuses. Ok. Pourquoi elle se dilaterait ou se contracterait? C'est tout simplement au niveau des besoins lumineux qu'on a. Si par exemple il fait sombre et qu'on veut quand même voir les choses, l'iris va devoir se dilater un maximum pour pouvoir faire passer un maximum d'informations, un maximum de lumière dans l'œil. Au contraire, si on a trop de lumière, et aussi pour ne pas abîmer la rétine qui est trop, on va dire que si trop de lumière et en plus de la lumière forte rentre dans l'œil, ça peut abîmer la rétine. Du coup, on va devoir fermer la pupille, donc contracter l'iris pour faire rentrer un minimum de lumière. D'accord. C'est pour ça que c'est une mauvaise idée de jouer avec les lasers, surtout quand on se les vise dans l'œil, vous voyez, parce que sinon ça abîme la rétine. Donc ça, c'est pour l'iris. L'iris a 2 innervations végétatives, puisque vous ne pouvez pas contrôler le fait de dilater ou contracter l'iris, à moins que vous soyez des gens un peu particuliers. Mais du coup, 2 innervations végétatives, c'est-à-dire une part parasympathique et une part orthosympathique. L'orthosympathique, ça permet d'ouvrir la pupille, donc ça permet la mydriase, et le parasympathique permet de fermer la pupille et donc provoque une myosis. Ok. Si vous avez par exemple un problème au niveau du ganglion stellaire, genre par exemple un cancer pulmonaire qui atteint le stellaire, et ben l'orthosympathique ne pourra plus aller vers l'œil et donc vous ne pourrez plus provoquer de mydriase. D'accord. C'est là que je vous rappelle, au niveau de l'œil, comme le parasympathique et l'orthosympathique ont des actions opposées et qu'il y a un certain équilibre en temps normal, si vous perdez votre orthosympathique, votre parasympathique, lui, va être le seul à agir et donc ça va provoquer un myosis permanent. Ok. Donc une pupille qui est tout le temps fermée. Et donc c'est un des symptômes du syndrome de Claude Bernard Horner et on en verra d'autres après. Ça, c'est le premier élément de la tunique vasculaire. Le deuxième, c'est en arrière de l'iris, ce sont les corps ciliaires. D'accord. Corps ciliaires très important parce que c'est eux qui vont permettre l'accommodation. Pour rappel, l'accommodation, c'est le fait de moduler notre cristallin en fonction de si on regarde un objet lointain ou un objet proche. D'accord. Le cristallin, c'est cette zone, c'est cet élément ici qui est aussi transparent. D'accord. Et vous voyez, les muscles ciliaires sont rattachés par des petits éléments un peu de partout là. Hop, vous voyez, au cristallin, pour du coup modifier sa forme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de modifier sa forme? Tout simplement parce que quand on regarde de près un objet, d'accord, les ondes lumineuses qui vont venir de cet objet vont être déviées par le cristallin, puisque le cristallin fonctionne comme une lentille que vous avez sur vos lunettes ou par exemple sur un microscope. Cette déviation, cette incidence de ces rayons lumineux vont devoir être de telle sorte qu'ils arrivent sur la rétine d'une certaine manière pour qu'on puisse avoir une bonne information. D'accord.
Maintenant, si on regarde un objet qui est plus loin, cette incidence de ces rayons lumineux ne sera pas la même. D'accord? Donc on va devoir modifier la conformation, la forme de notre cristallin grâce au corps ciliaire pour tout simplement adapter l'incidence des rayons lumineuses à leur destination sur la rétine. D'accord? Puisque s'ils ont une mauvaise incidence, ils seront mal réfractés par le cristallin et donc on aura une mauvaise vision. Une des pathologies connues du cristallin, c'est notamment la cataracte, qui est une opacification du cristallin et donc s'il s'opacifie, la lumière ne le traverse plus et donc on ne voit plus. Okay. Et enfin, le dernier élément de la tunique vasculaire, c'est la choroïde, qui est à proprement dit le vrai élément vasculaire, puisque c'est là que vont circuler les vaisseaux sanguins irriguant tous les comment ça s'appelle, les éléments de l'œil. Voilà. Choroïde ici. Ensuite, la couche la plus interne, la tunique la plus interne de l'œil, ça va être la rétine, d'accord? Rétine très importante, puisqu'en fait c'est là que va se transformer l'information lumineuse en information nerveuse. Comment va être transformée cette information? Grâce à des organiques de l'œil, grâce aux organiques de l'œil qui sont les cônes et les bâtonnets, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on a deux types d'organiques? Tout simplement parce qu'ils vont avoir des rôles différents. Les cônes qui vont se trouver plus au centre de la rétine, ils vont avoir le rôle de la vision des couleurs et de la vision précise, d'accord? C'est ce qu'on appelle, ils vont permettre la vision diurne. Diurne, ça veut dire de jour. Donc c'est eux qui vont être principalement sollicités en journée, parce que vous allez voir les couleurs et vous allez être besoin de vous fixer sur quelque chose, de le voir précisément, d'accord? Ensuite, plus en périphérie de la rétine, on va avoir les bâtonnets qui, eux, permettent la vision crépusculaire. Le crépusculaire, c'est quand s'installe la pénombre, c'est-à-dire qu'il fait pas noir complet, mais noir pour pas bien distinguer les choses, mais assez lumineux, justement, pour pouvoir distinguer les formes. Et ces formes seront perçues par les bâtonnets. D'accord? Donc, ils ont une vision moins précise que les cônes. Donc, je vous ai dit que les cônes se trouvent principalement qui sont plus concentrés au centre qu'en périphérie. Et au centre de l'œil se trouve une zone qu'on appelle la macula, ici, qui est beaucoup plus concentrée en cône que le reste de l'œil. D'accord? Et en plus, au centre de cette macula se trouve une zone encore plus dense qu'on appelle la fovea. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez à savoir sur les organites. On verra leur organisation générale dans la rétine un peu après dans une petite animation qui est fournie dans l'application. Ensuite, on a une zone dans la rétine où il n'y a pas du tout d'organite. D'accord? C'est cette zone ici, qui s'appelle la tache aveugle. Pourquoi la tache aveugle? Parce que tout simplement, on ne peut pas voir avec aucune information lumineuse ne peut être convertie en information nerveuse sur cette tache. Pourquoi? Parce que c'est là que ça bouge. Hop, vous voyez, si on vient par là, c'est par là que ça bouge en fait le nerf optique et les artères centrales de la rétine. Ok? Vous allez vous pouvoir. En gros, c'est le fait que le nerf optique, ça bouge dans cet endroit-là, qu'on n'ait pas de cône ou de bâtonnet à cet endroit-là. Vous verrez avoir, ça sera très clair après. Ensuite, on va passer maintenant au milieu transparent de l'œil, d'accord? Alors, il y a un grand débat entre la cornée pour savoir si c'est un milieu transparent ou pas. Alors oui, la cornée est transparente, mais le prof, je lui avais demandé et il considère que ce n'est pas vraiment un milieu transparent, d'accord? Donc, si on vous parle de structure transparente, vous comptez la cornée. Si on vous parle de milieu transparent, vous ne comptez pas la cornée. C'est ça. Donc, pour les autres, du coup, qui sont vraiment des milieux transparents, on va avoir l'humeur aqueuse, d'accord? L'humeur aqueuse, elle va être répartie dans deux chambres. La chambre antérieure de l'œil, qui se trouve entre la cornée et l'iris. Donc, vous voyez, entre les deux, on a un espace qui est rempli de liquide. C'est donc l'humeur aqueuse. Donc, la chambre antérieure de l'œil. Et ensuite, entre l'iris et le cristallin, ça c'est le corps vistral, on reverra après, et le cristallin, on va avoir
un autre espace qui va être la chambre postérieure qui sera aussi remplie d'humeur aqueuse. Ensuite, on va avoir le cristallin, ok, qui est ici, dont le rôle, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc, réfracter la lumière et tout, pour qu'elle arrive bien comme il faut sur la rétine. Et ensuite, on va avoir ici le corps vitré. D'accord? Corps vitré qui est une espèce de gel un peu épais. Et en fait, il va avoir surtout une fonction mécanique, c'est-à-dire plaquer la rétine contre la sclère, ok, et la tunique vasculaire. En gros, c'est elle qui va permettre de tenir la forme de l'œil et pas qu'il soit tout ratatiné sur lui-même. D'accord? Et voilà, ça c'était pour du coup les milieux transparents. Maintenant, je vais vous parler un peu du fond d'œil, ok, parce que le prof il en parle 2 minutes, mais je trouve qu'en gros, les photos c'est pas ouf ouf. Donc, ce qui se passe dans le fond d'œil, en fait, le fond d'œil c'est pour voir la rétine, dans quel état est la rétine, et aussi on peut voir certains vaisseaux. Donc en gros, l'examinateur va vous ouvrir l'œil avec un produit pour en fait, faire dilater la pupille. Ok. Donc hop, et en fait à travers la pupille, il va voir ça. Ok. Il va voir la rétine qui est en jaune ici, plus certains vaisseaux qui sont en fait. Donc on va enlever le corps, hop, le canal, ça s'en fout. Voilà, hop, vous voyez. Ici, donc ici par exemple on a l'artère centrale de la rétine, d'accord, qui passe du coup par la tache aveugle. Ok. L'artère centrale de la rétine, elle vient d'où? Elle vient d'une artère que vous connaissez très très bien, qui est celle-là, et c'est l'artère ophtalmique, d'accord. Je rappelle que l'artère ophtalmique c'est la seule collatérale de la carotide interne. Ok. Et en fait ce qui va se passer, c'est que comment elle va faire pour passer par la tache aveugle une fois qu'elle aura donné l'artère centrale de la rétine? Tout simplement, à ce niveau-là, vous voyez, hop, elle va émettre l'artère centrale. Et en fait, cette artère centrale, elle va, oh, si j'arrive à bien manier le truc, hop. Vous voyez, hop, là, à ce niveau-là, ici, là, hop, elle va pénétrer dans le nerf optique. Et en fait, elle va s'aboucher là où s'abouche le nerf optique. Donc le nerf optique s'abouche au niveau de la tache aveugle, et ben l'artère centrale de la rétine va aussi s'aboucher au niveau de la tache aveugle et va permettre d'irriguer l'intérieur de l'œil. Voilà, ça c'est un peu le point vascu qui n'est pas très développé, mais bon, c'est toujours sympa de le savoir. Ensuite, on va passer aux annexes. Donc les annexes, c'est essentiellement représenté ici. On va en avoir plusieurs, dont les muscles extrinsèques de l'œil, ok, à ne pas confondre avec les muscles intrinsèques qui sont à l'intérieur de l'œil. Ok, donc par exemple, on a les corps ciliaires, les muscles ciliaires plus précisément. Et à l'extérieur de l'œil, donc les muscles extrinsèques, on va en avoir 6. D'accord. On va avoir les muscles que le prof appelle oculomoteurs, mais je pense que c'est une erreur dont j'ai posé la question et j'attends qu'il réponde. Puisque l'an dernier on disait les muscles droits, donc il y en a 4. Il y a le droit supérieur, le droit inférieur, le droit latéral et le droit médial. Ici, par exemple, celui-là, c'est le médial parce qu'en fait, l'œil, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est l'œil gauche, d'accord. Si on se met en vue supérieure, à ma droite, c'est le bord médial, d'accord, et à ma gauche, le bord latéral. Hop. Et si je me replace ici en vue antérieure, on réinverse. Donc là, à ma gauche, c'est le côté médial et à ma droite, le côté latéral. Donc ça, c'est les 4 muscles droits. Et pour l'instant, retenez oculomoteur puisque c'est ce que dit le prof. Ok. Eux, ils vont permettre, en gros, les trajectoires haut, regarder en haut, regarder en bas, regarder à droite, regarder à gauche. Ok. C'est eux qui vont permettre ces mouvements d'œil-là. Ensuite, pour les mouvements intermédiaires, on va être aidé par les muscles obliques. Donc, il y en a 2, un en haut, un en bas. Donc, il va y avoir le grand et le petit oblique. Okay, donc, on va avoir l'oblique ici, un oblique ici et un oblique ici. Voilà. Ok. Donc, eux, ils vont permettre en plus les muscles droits
d'avoir des mouvements d'yeux qui sont intermédiaires. C'est-à-dire que vous pouvez tourner les yeux, regarder dans les angles, etc. Ok. Ensuite, on va avoir la paupière. La paupière, elle n'est pas bien représentée dans l'application, mais je vais quand même vous montrer ici. Hop, région, tête et cou. Ici, le muscle orbiculaire, d'accord. Ici, c'est un muscle strié squelettique, donc à contraction volontaire. C'est le muscle que vous pouvez contrôler volontairement, d'accord. Il permet en fait de fermer l'œil, fermer la paupière, ok. Hop, là, vous le voyez pas, mais moi je le vois très bien, il fait tout noir. C'est que j'ai contracté mon muscle orbiculaire et j'ai fermé mes paupières, d'accord. Ça, c'est volontaire. Maintenant, vous pouvez le muscle, il y a un autre muscle au sein de cette paupière qui est le muscle releveur de la paupière, d'accord. C'est ce qui vous permet que votre paupière en fait reste ouverte, d'accord. Et lui, il a une action qui n'est pas consciente mais involontaire, et parce que en fait, il est innervé par le muscle, par le système orthosympathique, d'accord. C'est pour ça que quand vous avez une atteinte du ganglion stellaire et donc qui entraîne les syndromes de Claude Bernard Horner, vous avez ce qu'on appelle un ptosis. Le ptosis, c'est la chute de la paupière. D'accord. Ça veut dire que vous avez une paupière à moitié fermée constamment. Et tout simplement, vous ne pouvez pas y remédier parce qu'en fait, vous n'avez pas de muscle qui ouvre volontairement la paupière. Puisque c'est un muscle qui a une immersion orthosympathique, donc involontaire. Ok. Et pour rappel, donc, le syndrome de Claude Bernard Horner, il y a ptosis, donc chute de la paupière, myosis, pupille fermée, et l'ophtalmie, qui est en fait genre votre œil qui rentre dans l'orbite. C'est un peu dégueu. Voilà. Ensuite, on va retourner sur notre vue de l'œil, qui est ici. Voilà. On va réafficher les annexes. Voilà. Et on va passer à l'appareil lacrymal. D'accord. L'appareil lacrymal, à quoi il sert? Il permet en fait de créer les larmes et de les faire circuler jusqu'aux fosses nasales. Les larmes, en fait, à part faire chier quand on pleure, elles sont très importantes puisqu'elles permettent en fait d'hydrater l'œil, et notamment la cornée, que si elle est abîmée, peut créer certaines pathologies. D'accord. Donc, le prof ne le détaille pas vraiment. Je trouve que c'est la bonne occasion de vous le détailler un peu, mais vous retenez essentiellement ce qu'a dit le prof. Donc, par où ou par quoi naissent les larmes, ok. Les larmes, elles sont sécrétées par une glande qui est tout simplement la glande lacrymale, et en fait, elle se trouve dans le coin supéro-latéral de l'œil, ok. Donc, je vous rappelle, ici, on est sur l'œil gauche, donc la latérale est en vue supérieure à ma gauche, et donc en vue antérieure à ma droite, donc ici. Supéro parce qu'elle est en haut, et du coup latérale parce qu'elle est en latéral. Voilà. Donc, elle va sécréter les larmes. Les larmes vont aller sur l'œil, sauf que il faut que tout l'œil soit imbibé de larmes, de produits lacrymaux. Donc, ça va être un rôle de la paupière, c'est pour ça que vous clignez des yeux, que quand vous allez cligner des yeux, en fait, le liquide lacrymal va s'étaler sur toute la surface de l'œil. D'accord. C'est pour ça que si on a une paralysie du muscle de la paupière, eh ben, on peut avoir des problèmes d'hydratation de l'œil. Ok. Donc, si par contre, si maintenant il faut que ces larmes soient éliminées, puisque sinon vous aurez toujours là les yeux qui coulent et franchement ça serait pas très agréable. Du coup, il va y avoir ici ce qu'on appelle le canal lacrymal, ok, qui va en fait drainer à partir du coin inféromédial de l'œil les larmes, ok, par ici, par ici les petites canalicule lacrymales, ok. Donc les larmes, hop, je vais vous faire un petit dessin, ça sera sympa, hop, on va les faire en bleu parce que l'eau c'est bleu, merci, hop, pourquoi ça marche pas, hop, voilà, hop, ici, les larmes vont arriver par les canalicules, hop,
vont arriver là dans le canal lacrymal et elles vont aller être jetées dans les fosses nasales. Ok. C'est pour ça que quand on pleure, on a le nez qui coule parce que du coup, on produit plus de larmes vont dans les fosses nasales et ça fait couler. Et ça fait des gueules aussi. Donc voilà, ça c'était pour les annexes de l'œil. Ces annexes en fait, et plus le reste des éléments, à moi ça me permettait un mémo qui me permettait en fait de retenir quel nerf innervait l'œil, en gros. Donc vous savez que vous en avez 3. Vous avez le 3, le 4 et le 6, d'accord. Comment je faisais pour me rappeler que c'était ces 3-là? Eh ben, je me disais que l'œil, il avait 3 tuniques, donc il était innervé par le nerf 3, qu'il avait 4 structures et pas milieu, parce que du coup on va faire la différence entre milieu et structure pour pas inclure la cornée. 4 structures transparentes, d'accord. Donc il était innervé par le 4, et 6 muscles extrinsèques, donc 4 droits et 2 obliques, donc il était innervé par le nerf 6. Voilà. Ça, c'est ce qui me permettait de me rappeler de ces 3 nerfs. Et aussi, le prof cette année, il vous parle d'un réflexe qui est le réflexe oculocéphalogire. Et en fait, c'est le fait que quand vous bougez la tête, que votre regard suit. D'accord? Hop. Ça, c'est très important pour conduire, parce que si vous tournez la tête et que vos yeux ne suivent pas, c'est mauvais signe. Donc, en fait, ces 3 nerfs, ils vont être accompagnés du nerf 11, puisque c'est le nerf céphalogire qui permet de faire bouger la tête. Et donc, c'est en coordinant ces 3 nerfs grâce au cervelet, d'accord? Puisque c'est une coordination qui est involontaire, mais qui n'est pas végétative, puisque vous le sentez, d'accord? C'est conscient, quand vous bougez la tête en même temps que les yeux. Donc, c'est cervelet, et comme c'est cervelet, c'est involontaire, parce que le cervelet a des actions involontaires, qui va permettre ce mouvement. Voilà. Ça, c'est pour l'œil. Et voilà. Et alors, je sais que ça va pas être top, mais je vais quand même essayer de vous montrer un peu les voies du système nerveux de la vision, même si l'application ne le permet pas vraiment. Ok. Alors, on va aller. Et comme ça, au moins, ça vous fait découvrir un peu l'application. Donc, par exemple, pour ceux qui l'utilisent, vous allez dans Vue, vous allez dans ici, vous allez dans Coupe transversale. Et en fait, la coupe transversale, c'est la présentation du corps coupé en morceaux. Donc, si on va passer par exemple ici, hop, voilà, par les orbites. Si ça veut bien ne pas bugger. Hop, ici, voilà. On va sortir du mode dessin, annuler. Hop, menu. Hop. Hop, on va retourner là, orbite. C'est les soucis du direct, hein, les gars, je suis désolé. Hop, voilà. Hop, donc là ça coupe par le front et nous on veut par les orbites. Voilà. Voilà, sauf qu'on va se mettre en vue supérieure, donc on va mettre retourner et voilà, on passe en vue supérieure. Donc c'est pas ouf ici, d'accord? Mais en gros, le système de la vision, ça va se passer comme ça. Donc on va avoir notre lumière, d'accord, qui va arriver ici, donc dans l'œil. Elle va arriver jusqu'à la rétine, boum, où elle va rencontrer le premier neurone. Le premier neurone va le transformer l'information lumineuse en information nerveuse. Il va le transmettre au deuxième neurone qui se trouve lui aussi dans la rétine. Ok, particularité de la vision, les gars. Les 2 premiers neurones se trouvent dans la rétine. Ok. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, selon si on se trouve sur l'hémirétine nasale qui se trouve là, ici, ou l'hémirétine temporale qui se trouve ici, le trajet ne sera pas le même, d'accord? Donc, on va prendre du orange pour montrer les nerfs. Donc, on va avoir ici le nerf optique, d'accord, qui va se croiser pour former ce qu'on appelle le chiasma optique, d'accord? Là,
voilà. Ensuite, on va avoir là qui va aller. Hop, on va mettre un petit retour. Hop, voilà. Là, hop, hop. Et après ici. D'accord, là pareil. Hop, là, voilà. Donc, ça c'est notre nerf optique qui ensuite va se transformer en tractus optique. D'accord. Donc, on va avoir les fibres des hémirétines nasales qui vont, elles, décusser par le chiasme optique. Et une fois qu'il y a eu le chiasme optique, en fait, le nerf optique devient le tractus optique. Ok. Donc, c'est cette partie-là. Hop, ici, c'est le tractus. Ok. Et là, c'est le nerf. Hop, optique. Voilà. Donc, seules les fibres nasales décussent. Les fibres, elles, temporales, elles, ne décussent pas. Ok, donc elles vont venir ici, hop, et là. Ok. Donc là, on est sur les fibres du deutéroneurone. Ok. Le deutéroneurone ensuite va rejoindre le corps géniculé latéral, qui est aussi appelé le corps géniculé supérieur. Ok. C'est juste une question de vieille ou nouvelle nomenclature. Donc si vous voyez l'un des deux en QCM, vous le comptez vrai. Ok. Supérieur égale latéral. Pareil que l'inférieur égale médial. C'est juste une question de nomenclature. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ils vont rencontrer le troisième neurone de la voix, qui est donc thalamique, puisque les corps géniculés appartiennent au thalamus. Donc, pas d'exception, la vision a bien un troisième neurone thalamique. Et lui va émettre les radiations optiques, hop, qui vont aller jusqu'au lobe occipital, qui est le lobe de la vision. Je vous rappelle en plus, ça fait un petit rappel sur le cours de l'évolution, que les hommes ont un lobe occipital très développé, notamment, voire uniquement dédié à la vision, puisque c'est devenu notre sens principal. Okay, on a perdu de l'odorat pour que notre vision se développe. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour la vision. Je vais juste regarder si j'ai d'autres choses à vous dire, et je ne pense pas. Donc je pense que c'est tout pour la vision. L'accommodation, je vous en ai parlé. Et voilà, bah c'est tout. Hein. Ah, je vais juste vous parler des pathologies. Notamment une ophtalmie et tout ça, tout ça. Ok. Donc hop, on va effacer tout ça. Voilà. Je suis désolé hein, les gars, c'est du direct. Du coup, il faut faire avec les aléas du direct, comme on dit dans le métier. Ok. Alors, première chose, si j'aurais pas du tout effacé. Oups, je me suis trompé. Voilà. On va se remettre en place. Voilà, mon petit appareil de dessin. Donc, je vais refaire tout mon petit truc. Hop, voilà. 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 Hop, hop. C'est un Picasso mon truc. Hein. Et voilà. Ça, plus les radiations. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est le trajet optique. Ok. Ce qui va se passer, si on a une lésion ici, donc au niveau du nerf optique, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir nos deux fibres, c'est-à-dire temporale et nasale, ici, hop, qui vont être coupées, d'accord? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une perte de la vision d'un seul œil. C'est une cécité monoculaire, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne voit plus que d'un seul œil. Sauf que ce qui va se passer en termes de vision, c'est que, par exemple, nous, on voit comme ceci, d'accord? Hop et hop. Ça, c'est nos yeux, d'accord? Nos champs de vision, plutôt. Nos yeux, et on n'a qu'un seul champ de vision au total, qui va donner ça, d'accord? Hop. Voilà, ça c'est notre champ de vision. Notre champ de vision, il est séparé en deux. Hop,
On va le mettre un peu plus au centre quand même. Voilà. Ok. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, là, notre hémirétine temporale gauche va avoir, hop, une partie du champ visuel droit. Alors que l'hémirétine nasale gauche, elle, va voir plus le champ de vision gauche. Okay. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, comme ici on perçoit aussi un peu de notre champ de vision gauche, on va avoir une perte partielle de notre champ de vision droit, d'accord? Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, toute cette partie-là, qui est vraiment en fait la partie la plus périphérique, on ne pourra plus la voir, d'accord? Hop, voilà. Ça, on ne le voit plus. Ok? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, la fibre nasale, elle, décusse, ici, et du coup, en fait, l'information est traitée par le cerveau gauche. Pardon, ici, c'est la fibre droite, gauche, du coup, elle est traitée par le cerveau droit. Ok? Maintenant, si on a une lésion ici, et que c'est, du coup, comme on est avant la décussation, ok, c'est comme, ben en fait, ça change. Il n'y a pas de problème au niveau de là, ok? C'est le, comment on dit? Si la lésion du nerf optique est à gauche, ça sera l'hémirétine nasale gauche qui sera endommagée, puisqu'on n'a pas encore subi la décussation, ok? Maintenant, si on a une lésion à ce niveau-là, on va faire une autre couleur, on va le faire en jaune, hop, ici, au niveau du tractus, pardon, du chiasma optique, d'accord? Ici, on est au niveau du chiasma optique. Je vous rappelle qu'au niveau du chiasma optique, seules passent les fibres nasales, d'accord? Hop, ok? Donc en fait, on n'aura qu'un défaut des fibres nasales. Sauf que si vous regardez bien, les fibres nasales, en fait, ça permettent de voir ce qu'il y a en périphérie. D'accord? Donc, si on a un défaut de ces fibres nasales, on va avoir un champ visuel qui va se donner comme ça. D'accord? Hop, ça c'est notre champ visuel. Donc en fait, ici et là, on n'aura plus de vision périphérique. D'accord? Hop. Voilà. Ce qu'on appelle une hémionopsie bitemporale. Ok? Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus la vision temporale. Ok? Maintenant, on va le faire en vert. Hop. C'est pas comme si c'était déjà très coloré. On a une lésion au niveau du tractus optique. Ok? Donc, on va avoir nos deux fibres qui vont être lésées. On va avoir notre fibre temporale. Hop. Et aussi notre fibre nasale. Sauf que le tractus se trouve après la décussation des fibres nasales. Donc là, ce n'est plus la fibre nasale homolatérale à la lésion qui va être lésée, mais la fibre contralatérale. Ok, vous le voyez bien. Ici, je vais vous mettre le truc, ça sera beaucoup plus simple. Hop, hop, hop. Là, on est en avant et là, on est à gauche. Ok, donc ma lésion est à gauche, mais c'est ma fibre nasale de l'hémirétine nasale droite qui est lésée. D'accord? Et en fait, ça va donner un champ de vision comme ceci. Hop. Et en fait, on verra plus ces informations-là. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, notre hémirétine temporale gauche et notre hémirétine nasale droite, ensemble, nous permettent de voir l'intégrité de notre champ visuel droit. Ok? Et c'est ce qui donne une hémionopsie latérale homonyme. D'accord? Ça, les trois pathos que je viens de vous décrire, c'est très important à les comprendre. Donc, parce qu'en fait, ça fait beaucoup de QCM pendant le concours. Et en plus, c'est très facile de se faire piéger. Du coup, si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à bien vous poser dessus, d'accord? À vous refaire les schémas, à faire petit à petit, même à vous refaire comment ça s'appelle, les schémas des champs visuels, des champs visuels, vous voyez. Comme ça, vous savez par exemple que l'hémionopsie latérale homonyme, ça crée ce champ visuel ici. Bah, vous le dessinez, vous vous dites, mais pourquoi ça donne, on a
la perte de notre moitié de champ visuel. Ok. Et vous redessinez, ça vous permettra de retrouver déjà à quel niveau ça se situe et en plus pourquoi, et ce qui est très important. Ok. Donc voilà, et je vais juste vous montrer avant de finir cette vidéo une petite animation qui est fournie. Donc pour ceux qui utilisent l'application toujours, maintenant c'est dans Média ici. Ok. Donc Média, il y a plein de trucs sympas que vous pouvez regarder un peu plus. Vous avez par exemple pour les articulations, par exemple ici vous avez l'arthrodial et tout. Hop, vous avez plein de trucs c'est des trucs de parfois 1 minute, parfois un peu moins, qui vous permettent de voir plein de trucs. Ok. Donc ici par exemple on a la vue. Ok. Donc The process of seeing. hop, je vais couper le son parce que ça ne nous intéresse pas. Hop, vous voyez. Donc ici on a l'influx lumineuse qui passe par les différentes structures transparentes de l'œil, donc cornée, humeur aqueuse, machin, machin. Et là, ils vont nous zoomer en fait sur la rétine. Ok, c'est ce qui va nous intéresser. Hop, voilà. Et on va faire pause. Donc en fait, là, on voit plusieurs couches de la rétine. Ok, la couche rouge, ça va être la couche qui est la plus externe de la rétine. Et en fait, c'est là que vont se trouver les organites de la vision, c'est-à-dire cône et bâtonnet. Ok, donc c'est la zone rouge. Ok. Ces cônes et bâtonnets ils vont être liés à la couche jaune, pardon, pas jaune, violette, qui est juste un peu plus à l'intérieur. Cette couche violette, en fait, c'est quoi? C'est les protoneurones de la vision. Ok. Et les protoneurones, eux, vont être liés par une synapse aux deux neurones qui sont représentés par la couche la plus interne, qui est la couche jaune. D'accord. Maintenant, regardez, vous avez bien vu, vous voyez bien qu'au niveau, et là l'espèce de grand tube jaune qu'il y a en bas de l'image, c'est en fait le nerf optique. Et vous voyez bien que quand il pénètre dans la rétine, eh ben, on n'a plus de cône, ni de bâtonnet. C'est pour ça qu'à cette zone de pénétration, on a la tâche avec, puisqu'il n'y a plus ni de cône ni de bâtonnet. Ok. Voilà. Du coup, hop, c'est tout pour la vision. Et on va se retrouver bientôt pour la deuxième vidéo qui se portera sur l'audition. Voilà. Ciao les gars.